Bienvenue sur Hurrats, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme a pour vocation de définir et de promouvoir l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les hommes et les femmes, en militant pour les droits des femmes au sein de la société, mais aussi dans la vie privée, avec pour objectif abolir dans ces différents domaines les inégalités et les injustices dont sont victimes les femmes. Ce soir, nous allons parler de vie privée, de mariage, du couple marocain et de son évolution depuis quelques années, avec une grande dame connue et reconnue pour ses investigations inlassables sur le terrain au Maroc. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Soumiane Amengsous. Soumiane Amengsous, merci d'avoir accepté l'invitation de Hurrats. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous pour m'avoir conviée. C'est un grand honneur. Pour moi aussi. Alors, Soumiane Amengsous, vous êtes professeure, sociologue, militante féministe, oui, particulièrement connue pour votre fameux best-seller qui a été vendu au-delà des 100 000 exemplaires, je pense, au Maroc. On n'a pas tous les chiffres, mais voilà, c'est au-delà de toute pudeur, qui est un essai qui a été publié en 87, oui, il me semble. Et donc, vous avez eu beaucoup de courage à l'époque. Qu'est-ce qui vous a motivé à ce moment-là d'écrire votre thèse, je pense, oui, sur cette question-là? C'est ça. C'était ma thèse de 3e cycle où j'avais travaillé effectivement sur la vie affective et sexuelle des femmes marocaines. Et quand on dit les femmes, on vise aussi l'homme. Sur le moment, je n'avais pas conscience de ce courage dont on parle depuis. Ça fait plus de 30 ans qu'on me taxe de femme courageuse, mais sur le moment, je ne pense pas que ce soit le courage qui m'ait poussée à travailler sur ce thème, mais beaucoup plus une envie de connaître la réalité de près, de dénoncer des injustices, surtout d'en souffrir les femmes. Mais bon, on peut en parler tout à l'heure de ces injustices. Et puis un peu d'inconscience, probablement, non? D'inconscience. Oui, certainement. Ça aide aussi, quelque part, quand on fait les choses de bonne foi, on va dire. Et oui, puis, oui. Et une certaine naïveté aussi, ça aide, parce que je suis sûre que si j'avais beaucoup réfléchi au sujet, je ne l'aurais pas du tout entamé. Oui. Donc il y a cette naïveté, il y a cette inconscience, il y a le défi, le goût de l'aventure aussi, qui est assez important. En tout cas, c'est un essai qui a marqué toute notre génération. Hein. Complètement. Je veux dire, c'était le premier du genre oui, et c'était devenu une référence absolue. Oui. Tout le monde en parlait. Oui, et il continue à marcher. Aujourd'hui, mon identité, c'est ça. Quand on me rencontre dans la rue ou dans des lieux publics, on me dit... Au-delà de toute prudence, désolée, je m'appelle Soumia. Vous avez depuis publié Printemps et automne sexuel, puberté, ménopause, andropause au Maroc en 2000, je crois, oui. Avec votre époux. Oui. Et néanmoins anthropologue célèbre et confirmé, donc Chakib Gsous. Oui. Vous avez fait ensemble donc cet ouvrage qui s'appelle Grossesse de la honte, études sur les filles mères et leurs enfants au Maroc. Donc ça a été un travail que vous avez entamé en 2006 et qui a été republié en 2011 chez Afrique Orient. Oui. Et puis ensuite, voilà, vous avez fait une sorte, non pas de trilogie, mais de quadrilogie. Donc il y a nous les femmes, vous les hommes, oui, suivi de les femmes dans le Maroc d'hier et aujourd'hui. Puis ensuite, vous avez décidé de consacrer un ouvrage entier, pour vous les hommes. Oui, pour faire plaisir aux hommes. Et vous terminez par... C'est pas juste. Donc, on va parler un petit peu de l'esprit de ces ouvrages, donc, qui tranchent un petit peu avec ce que vous avez publié dans le passé. Enfin, toutes les études un peu plus sérieuses. On a l'impression que là, vous vous êtes un petit peu amusé. Vous vous êtes beaucoup aussi inspiré, je pense, des chroniques. Exact. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que bon, vous êtes aussi une journaliste chroniqueuse, que vous faites des interventions dans toute la presse. Je me souviens donc de votre régularité, de votre contribution à Femmes du Maroc. Il lit. Là, aujourd'hui, vous êtes sur le 360. Le 360, avec une nouvelle forme de... hebdomadaire. C'est plus difficile. Et puis surtout, c'est des vidéos, je crois, non? En fait, c'est des articles qui sont écrits, mais je me suis rendu compte que les gens ne voulaient plus ou n'ont plus le temps, ou alors ils ont pris d'autres habitudes avec les smartphones. Et donc, on m'a demandé d'enregistrer plutôt pour permettre aux gens d'écouter les vidéos quand ils sont dans la voiture, dans la cuisine, je ne sais pas moi, dans la salle de bain parfois. Oui. Et ensuite, on m'a dit, tiens, si tu ajoutais
à tes audios, il y avait ton visage, ce serait encore mieux. Donc je suis passée de l'écriture, en fait c'est tous les vendredis où l'article sort, là il vient de sortir un article sur la séduction, et j'enregistre en même temps par vidéo que je publie sur ma chaîne YouTube, et ça permet aussi à toutes les personnes que je connais de recevoir de façon audiovisuelle ce que j'écris. Oui, c'est plus sympathique. Alors, justement, je voudrais revenir donc sur votre regard, parce que, donc, depuis Au-delà de toute pudeur, depuis votre contribution à différents magazines depuis les années 90, quel regard portez-vous sur l'évolution de la société marocaine en tant que sociologue et sur la condition des femmes notamment? Aïcha, nous avons fait du chemin ensemble. Ça, vous ne l'avez pas dit, à Femmes du Maroc, ensuite à Illy. Donc mon aventure, si vous voulez, avec la presse a commencé conjointement avec vous et votre équipe. Maintenant, répondre à cette question n'est pas toujours facile. Parce que d'un côté, on se rend compte que les femmes sont aujourd'hui beaucoup plus actives dans tous les domaines, que ce soit économique, social, politique, etc. Elles jouent réellement et correctement leur rôle de citoyenne. Les lois ont un petit peu avancé depuis les années 90, ne serait-ce que parce que nous avons obtenu cette fameuse réforme du Code de la famille, la réforme du Code de la nationalité, cette protection, si vous voulez, la loi sur la violence à l'égard des femmes qui ne satisfait pas, mais quand même, elle a quand même un petit peu évolué. Mais d'un autre côté, on se rend compte que la condition des femmes avance à un rythme très très rapide, qui n'est pas aussi rapide que les lois qui peuvent la protéger. Les femmes aujourd'hui sont présentes partout, je le dis, je le répète, elles sont d'excellentes citoyennes, elles jouent leur rôle en tant que femmes modernes, qu'elles soient lettrées ou pas, qu'elles soient diplômées ou pas, qu'elles soient rurales ou citadines, toutes les femmes marocaines aujourd'hui font un travail extraordinaire, qui font avancer la société, qui contribuent au développement, mais d'un autre côté, on se rend compte qu'il y a encore des poches de résistance. Chez les hommes notamment? Chez les hommes, chez les femmes, parfois elles-mêmes, et les lois, la législation pour leur protection, et même l'environnement dans lequel elles vivent, ces femmes, n'est pas toujours favorable, il ne va pas au même rythme que leur avancement et leur contribution au développement. Alors oui, on va revenir sur ce sujet, notamment la réforme du Code de la famille qui va s'imposer, qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Oui, en 20 ans, les femmes, le vécu, le profil des femmes et des hommes aussi qui les accompagnent a énormément changé. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'articles au niveau du Code de la famille sont obsolètes et ils ne correspondent plus au profil actuel. Lesquels, par exemple, si on parle de quels sont ces articles qui vous dérangent aujourd'hui? Très brièvement, je pense par exemple le fait qu'une femme qui divorce et qui a un enfant ne peut plus, est coincée pour se remarier parce que dès que l'enfant atteint 7 ans, le père peut le réclamer. Or, on sait que dans la quasi-totalité des cas, l'enfant, quand le père divorce, il divorce de ses enfants aussi. Et de toute manière, les femmes marocaines, la quasi-totalité, il y a de très rares exceptions de femmes qui choisissent de donner les enfants, de les confier au père après divorce. Sauf si vraiment elle est contrainte matériellement ou autre. Et cette loi aujourd'hui fait que nous avons énormément de jeunes femmes divorcées qui ont des enfants, qui n'arrivent plus à se remarier parce qu'elles ont peur que le père réclame l'enfant à partir de 7 ans. Je ne comprends pas selon quelle logique on peut admettre qu'à partir de 7 ans, un enfant sera mieux avec sa belle-mère qu'avec sa propre mère. Voilà, ça, c'est un simple exemple. Et qu'un homme puisse se remarier sans aucun souci. Exactement. Et lui récupérer les enfants. Il y a autre chose que les femmes ignorent complètement, c'est que quand les femmes ont la garde de leurs enfants, elles n'ont pas la tutelle. Et ça aussi, elles ne le savent pas. C'est quand elles sont face à un problème qu'elles sont scandalisées en disant « Mais attends, j'ai la garde. » Oui, vous avez la garde, mais vous n'avez pas la tutelle. Voilà seulement 2 exemples. Maintenant, on peut parler de l'héritage aussi, qui est vraiment une plaie. On y reviendra parce que là, on était sur un sujet qui m'interpelle. Donc, on parle de divorce, mais avant le divorce, il y a eu un couple. Le mariage. Voilà, donc il y a eu un mariage. Et je me souviens, Soumia, qu'à l'époque, vous m'aviez dit le mot couple est intraduisible en darija. Et à chaque fois que je le dis à quelqu'un, il me dit ah non, c'est pas possible. Et on essaye de chercher, mais finalement, on ne trouve pas la traduction du mot couple. Est-ce que c'est ce qui explique un petit peu les soucis actuels ou
cette notion de couple, parce qu'on parle de dar, on parle de Moulad dar, Loulidet. Loulidet, Hachek. tout à fait. Donc, Ben, cette effectivement. notion de couple, justement, aujourd'hui, est-ce qu'elle a évolué? Parce qu'on se marie aussi de plus en plus tard. Oui. On choisit un peu plus aussi son conjoint. Oui, non? oui, ça a énormément évolué. L'âge du mariage pour les femmes est d'à peu près 27 ans, pour les hommes de 31 ans. Et c'est vrai que le mariage, bon, il faudrait peut-être plus aujourd'hui parler avant le mariage, parce qu'avant, la vie conjugale commençait au mariage. Aujourd'hui, elle peut commencer bien avant le mariage. Et effectivement, aujourd'hui, les couples, les éléments du couple se choisissent de plus en plus. Et s'ils ne choisissent pas, en tout cas, ils rêvent de se choisir mutuellement. Aujourd'hui, les filles ont un idéal d'époux, les hommes ont un idéal d'épouse. Les relations avant le mariage, hors mariage, s'exercent de plus en plus, et ce, même au niveau du rural. Donc, ça a complètement changé. Avant, le couple, c'était Aïled Flen, la famille de tel qui va marier la famille de X. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. C'est plus individualiste aujourd'hui? C'est individualisé. L'influence des chaînes satellitaires, d'Internet, etc. L'amour est sublimé, surtout par les jeunes filles. Les jeunes filles rêvent d'épouser. Le prince charmant est toujours là, hein, l'image du prince charmant. Les filles rêvent d'amour, de connaître l'amour explosif et d'épouser donc l'amoureux. L'homme marocain cherche aussi. Bon, l'amour, c'est sûr, mais bon, des fois, il va chercher la raison, bintnas. Bon, mais ça, c'est un autre. Donc les désirs ne coïncident pas forcément. C'est-à-dire toujours. Les attentes des filles avec celles des garçons ne matchent pas forcément. Pas toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à une situation où l'homme marocain veut exercer la sexualité et il l'exerce avant le mariage. De plus en plus de jeunes filles exercent leur sexualité avant le mariage. Il n'y a pas de chiffre. Il est impossible d'établir... Parce que c'est interdit par la loi. D'abord, c'est interdit, mais un homme va frimer en disant « oui, j'ai une expérience sexuelle avant le mariage ». La fille doit frimer en disant « non, je suis vierge ». Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir de statistiques. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus de jeunes filles ont des relations sexuelles, d'abord parce qu'il y a un appel du corps, il y a une liberté qui s'est instaurée, mais aussi parce que les hommes, avant le mariage, exigent cette relation sexuelle. Sauf que malheureusement, et là j'ai l'impression que je suis en train de parler de ce sujet dans le début des années 90 parce que ça n'a pas beaucoup changé. Donc, on peut même dire qu'il y a un recul alors. Il y a même un recul dans la mesure où aujourd'hui les hommes marocains, la majorité écrasante des hommes marocains veulent des filles vierges au mariage. Et toujours vierges au mariage, et effectivement. Donc, d'où le phénomène aussi de la réfection de l'hymen. Oui, absolument. Qui répond à cette demande absurde. Absolument, que ce soit chez les médecins ou alors chez les Chinois, ça ne coûte pas très cher. Et l'honneur des familles est toujours malheureusement lié aux femmes. Encore aujourd'hui, en 2022. Encore aujourd'hui, alors que bon, les profils, comme je l'ai dit, a énormément changé. Et donc, on arrive au mariage. Le mariage a beaucoup évolué dans la mesure où les femmes ne sont plus soumises dans l'esprit où elles étaient avant. Toutes les jeunes filles aujourd'hui, même quand elles sont rurales, même quand elles sont analphabètes, elles vous disent « mon type d'homme idéal, c'est celui avec qui on va tout partager ». Et tout partager veut dire également même les prises de décision. Ce qui a énormément changé aussi, c'est qu'aujourd'hui, les couples sont nucléaires. Aujourd'hui, les femmes ne veulent plus vivre avec la belle-mère, et les hommes aussi, assez fréquemment. Donc, on est en train de tendre vers une généralisation des familles, des foyers nucléaires, ce qui pose d'autres... pour les femmes, c'est un idéal, pour certains hommes aussi, mais en même temps, ça va poser d'autres problèmes aux femmes lorsqu'elles travaillent, ou même quand elles ne travaillent pas. La garde des enfants. La garde des enfants, notamment. Et le partage des rôles dans le foyer. Et le partage des tâches. Voilà, qui n'est pas encore équitable. Donc elles se retrouvent en fait à faire la double journée, aussi bien donc, dans leur travail qu'à la maison. Oui. Mais c'est le coût de leur indépendance. Oui, c'est incontournable de toute manière. Et ce qu'il faudrait quand même dire, par reconnaissance aux hommes, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'hommes n'ont plus ce complexe de contribuer aux travaux ménagers. De plus en plus d'hommes, des jeunes hommes aujourd'hui, se vantent. Avant, l'homme se vantait, quand on lui posait la question « Est-ce que tu aides ta femme ?», il se vantait d'être viril, donc de ne pas le faire. De plus en plus aujourd'hui, on a des hommes qui se vantent de contribuer dans les tâches ménagères sans aucun complexe. Donc, ça se fait de plus en plus. Les nouveaux papas, ce que moi j'appelle les nouveaux papas, qui contribuent, surtout lorsque l'épouse travaille.
notamment en matière de loisirs, on va dire, beaucoup plus que... C'est-à-dire les femmes continuent quand même à s'occuper des devoirs, de l'alimentation, de la propreté. Puis ensuite, bon, c'est vrai que le papa peut... On les voit souvent d'ailleurs dans des parcs Oui. en train de jouer avec les enfants. Exactement. Ce qui est déjà mieux que rien. Oui, ou pousser la poussette. C'est quelque chose, il y a 15 ans, c'était insensé. Un homme qui pousse la poussette, on allait se moquer de lui. Ou alors qui met la grenouillère avec le bébé. Aujourd'hui, on voit des hommes se promener et ça prouve quand même que la mentalité a énormément évolué par rapport à la mentalité de leurs parents. Tout à fait. De leur père. Donc, sauf en matière, donc, comme vous dites, virginité, qui en même temps est contradictoire puisqu'il y a de plus en plus de relations sexuelles et que d'ailleurs il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui revendiquent plus de liberté sexuelle et notamment l'élimination de ce fameux article 490 qui pénalise les relations sexuelles entre adultes majeurs et consentants. Donc il n'y a pas une espèce de contradiction? Si. C'est des paradoxes, c'est des contradictions, tout le monde le sait, personne ne les dénonce, hein. Ça fait partie d'une certaine hypocrisie, le fait que cette sexualité masculine s'exerce. Parce que notre propos ici, c'est pas de dire que les filles doivent avoir une sexualité. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais notre propos est d'analyser justement ces paradoxes, ces contradictions, dans le fait que nous soyons une société musulmane et on va appliquer l'islam sur ce qui intéresse les hommes. Et on ne va pas l'appliquer souvent. Par exemple, l'interdit sexuel hors mariage, on ne va pas l'appliquer aux hommes, mais on va l'appliquer aux femmes. Et ça pose même au niveau des relations hommes-femmes, ça pose énormément de problèmes, un manque de confiance, de la suspicion de part et d'autre. Bon, on n'a pas le temps de parler de toutes ces conséquences, mais aujourd'hui, la situation est là. Vous êtes face à une société qui permet, qui encourage la sexualité hors mariage masculine, et c'est ce qui prouve la virilité de l'homme, et d'un autre côté, elle veut que ses filles arrivent vierges au mariage, et c'est la virginité qui va évaluer finalement la femme. Et même quand une femme a acquis, elle a des compétences extraordinaires, elle peut avoir réussi dans ses études, elle occupe des postes très importants, très bonne citoyenne, elle sera évaluée d'abord à partir de sa virginité. Et c'est ce que je dénonce, moi, aujourd'hui. Ce que je dénonce aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que réellement l'honneur des familles se situe dans une partie des corps des femmes? L'honneur, je pense que c'est autre chose. Mais les femmes aussi ne doivent plus accepter cet état de fait. Est-ce qu'elles ne jouent pas le jeu, elles aussi, entre matérialisme, conservatisme? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de discours contradictoire? Oui, elles sont perdues, en fait. Elles ne savent plus. Parce que le prince charmant, généreux, en attente dans un couple, bon, malheureusement, ça n'existe plus. Oui, c'est ça, oui, je suis tout à fait d'accord, parce que le profil des femmes a évolué tellement rapidement qu'aujourd'hui, comme je le dis au départ, on a du mal à analyser. On se rend compte que nous avons des femmes qui sont vraiment modernes. Quand je dis modernes, elles ont fait des études ou pas, elles travaillent, elles contribuent au budget, etc. Et d'un autre côté, on peut voir des réminiscences de la femme traditionnelle dans la mesure où, parfois, cette même femme peut, je ne dis pas que toutes les femmes, peut exiger du mari beaucoup de cadeaux au mariage. Elle peut, par exemple, quand elle est invitée par un homme, se dire « Warajil », c'est lui qui doit payer les repas, qu'il doit me faire tel et tel cadeau. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'hommes aujourd'hui vous disent « les femmes marocaines sont matérialistes ». Bon, les femmes disent que l'homme marocain est hypocrite, je veux dire, bon. Donc, mais c'est vrai, il y a encore cette vision, cette perception, même chez certaines femmes modernes, selon lequel c'est l'homme qui doit pourvoir la femme, même quand elle a les moyens. Mais attention, de quelle catégorie de femmes on parle? Moi, je dirais... On ne parle pas de la majorité des femmes marocaines. Tout à fait, mais en même temps, ces femmes se conforment à l'esprit de la loi. Puisqu'aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait du code de la famille qui doit absolument être révisé. Oui. Aussi dans son aspect philosophique. Puisqu'aujourd'hui, la loi impose à l'homme, en fait, il a une obligation d'entretien. Et qui dit entretien, c'est un entretien financier. Et puis quand il y a séparation pour revenir au divorce, eh bien, il n'y a pas de partage des biens, comme on a pu le croire à cette époque-là. Donc c'est peut-être aussi les lois. C'est à vous de me dire. Moi, j'essaie de vous lancer des sujets, des interrogations. Est-ce que ces lois ne doivent pas précéder justement les mentalités, dans le changement des mentalités? En fait, avant la réforme du Code de la famille, il était dit que tout citoyen marocain et citoyenne doit pouvoir eux-mêmes à leurs besoins, sauf l'époux qui doit entretenir l'épouse. Après la réforme, le couple est situé sous la responsabilité de l'homme et de la femme. Donc là, déjà, on a évolué.
Mais c'est vrai que les mentalités n'ont pas évolué. Aujourd'hui, effectivement, on se dit, est-ce que c'est normal que dans un couple, la femme travaille, l'homme travaille, et la femme peut continuer à se dire, c'est toi qui dois m'entretenir. Mais attention, encore une fois, Aïcha, nous parlons de quel pourcentage de femmes? Combien de femmes marocaines travaillent pour le plaisir, parce qu'elles ont le choix? La majorité écrasante des femmes marocaines ne travaillent pas par choix. La majorité écrasante des Marocaines qui travaillent pour la marmite. C'est-à-dire que si elles ne travaillent pas, elles ne ramènent pas leur apport, leurs enfants ne peuvent pas manger, ne peuvent pas avoir un toit. Donc, ce qu'on est en train de dire là, la mentalité, oui, il y a toujours la perception de cet homme qui doit prendre en charge la femme, conformément au Coran, conformément à l'islam, aux préceptes de l'islam, etc. Mais la majorité des femmes n'ont pas ce choix. Elles travaillent, elles ne se posent pas la question parce qu'elles sont obligées. Mais c'est vrai que ce n'est pas logique qu'aujourd'hui, dans ce code de la famille, qu'il n'y ait pas des précisions sur la contribution des femmes lorsqu'elles travaillent et également sur les droits de la femme et des femmes quand elles ne travaillent pas et qu'il y a un divorce en termes de partage des biens. Et quand elles travaillent et il y a un divorce. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un contrat de mariage, mais qui sont les couples qui vont vers le contrat de mariage? Mais cette question, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, pourrait aussi permettre d'ouvrir ce débat sur l'héritage. Parce que là, nous parlons d'argent. Oui. Donc, voilà, quand il y a égalité avant, pendant et ensuite après le mariage, il n'y a pas de raison de ne pas ouvrir ce débat. Exactement, exact. Sauf que l'héritage reste un sujet aujourd'hui quand même encore tabou. Dès que vous dites héritage, on vous sort le carton rouge. Attention, c'est la religion et on ne peut rien changer. Pourtant, il y a des choses qu'on a changées. On ne coupe plus la main du voleur. Pour rompre, par exemple, le jeûne pendant Ramadan, on a considéré que le contexte a changé. Donc, c'est quand on fait 1 heure de plus, de voyage, que l'on peut considérer que la personne est à la safar, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. La loi du talion a changé, etc. Mais dès que vous parlez de l'héritage, tout de suite, ça bloque et on vous traite de kafra. Le problème, il y a eu des statistiques qui sont sorties récemment où on dit que les 2/3 des Marocains sont contre la réforme, justement, du droit successoral, etc. Et les tiers seulement sont d'accord. Et c'est vrai qu'il y a de la résistance même parmi les femmes, mais le discours est biaisé déjà. Moi, je trouve que le petit débat qui existe sur l'héritage est biaisé, parce que les hommes et les femmes ne comprennent pas pourquoi on doit réformer. Parce que dès qu'on parle héritage, on vous dit la femme veut avoir la même part que l'homme. Oui, d'abord, elle veut avoir la même part, mais ce n'est pas là le problème. Je vais vous donner juste un exemple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le problème, c'est par exemple celui d'Al-Tasseb. Est-ce que vous imaginez, Aïcha, moi et vous, ici présentes, si on devait hériter, il faut qu'il y ait un homme pour hériter. C'était mon cas avec mes sœurs. C'est votre cas. Aujourd'hui, il y a un autre cas. Une femme marocaine qui est colonel d'un des corps, c'est pas de l'État, j'ai pas besoin de dire, dont la sœur a été ambassadeur du royaume. Une femme qui a été parmi les premières femmes ambassadeurs du royaume. Le père est décédé sans avoir laissé de fille. De fils. Donc, les oncles et les tantes ont hérité. Certains sont décédés. Leurs enfants sont devenus héritiers. Aujourd'hui, ils ont une maison. C'est 45 héritiers qui doivent hériter de cette maison. C'est-à-dire les frères et les sœurs du père décédé. Comme certains sont morts ou les hommes sont devenus héritiers. Certains habitent à Honolulu. Et puis vous vous dites, attendez, le Maroc aujourd'hui reconnaît que la femme marocaine a la compétence de représenter le Maroc. C'est dans la Constitution, l'égalité. Oui, bien sûr. Oui, une femme a quand même la compétence de représenter le Maroc au niveau international. Et quand elle vient à l'héritage, on lui dit, tu ne peux pas te débrouiller seule, va chercher ton oncle, s'il n'y a pas ton oncle, les fils de ton... Mais c'est insensé. Le problème, c'est ça. C'est quoi? C'est que les personnes qui souffrent surtout de l'héritage, c'est la majorité écrasante des femmes marocaines. Parce que vous et moi, il nous en reste un petit peu. Mais allez voir les campagnes. Et quand je dis la campagne, c'est des bouts de terrain. Et si la femme n'a pas obtenu son bout de terrain, elle n'a plus de quoi manger. Aujourd'hui, la précarité, et malheureusement, aucune instance ne lie la précarité actuelle des femmes avec la manière avec laquelle se passe l'héritage. Parce que même le peu de droits dont on peut disposer, très souvent est bafoué par les hommes de la famille.
Et encore une fois, je le dis, le débat est très très mal placé. Dès qu'on parle, j'étais la première à publier un article dans les années 80. On m'est tombé dessus et en me disant c'est une histoire de riches. Le problème de l'héritage ne concerne pas les riches. Non, les riches, au contraire. il en reste toujours un petit peu. Mais malgré tout, je dis, vous, ici présente Aïcha, est-ce que réellement vous avez besoin de votre oncle ou pour pouvoir gérer votre héritage? Non. D'un point de vue philosophique, c'est absolument totalement inacceptable. Et moi, je dis hugra pour la femme marocaine. Nous jouons notre rôle pleinement en tant que citoyenne. La Constitution nous donne ce droit. Et vraiment, nous méritons d'avoir ce droit. Pour moi, c'est plus qu'une histoire d'argent. Moi qui ai les moyens, c'est une histoire de considération, c'est une histoire d'honneur. Je me sens touchée dans mon honneur quand on me dit que d'autant que Tassib n'est pas venu dans le Coran. Le mouvement féminin, vous dites qu'il s'est un petit peu essoufflé, comme beaucoup de choses ces dernières années. Oui. On connaît le contexte politique. Mais ces changements ne peuvent provenir que d'un mouvement, justement, qui soit fort, qui reprenne son bâton de pèlerin. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense qu'il y a une certaine synergie qui doit être produite. Bon, les associations font un travail fabuleux, hein, ça il ne faut pas le nier, que je salue avec beaucoup de respect. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un petit peu plus de synergie, telle la synergie qu'il y a eu, par exemple, avant la réforme du Code de la famille. Aujourd'hui, nous méritons d'être plus unis. Toutes les parties, quand je dis nous, je ne vise pas seulement les féministes, parce qu'il y a les féministes, il y a les hommes qui soutiennent également les féministes. Il y a les parlementaires qui ne se prononcent pas sur ces sujets. Il y a les élus, il y a nos politiques, il y a nos ministres aussi qui ne se prononcent absolument pas sur ces sujets. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans les salons, on les entend protester, etc. Mais dès qu'ils occupent un siège, ils s'accrochent à ce siège, on a l'impression, et c'est terminé. Or, nous, on n'a pas besoin aujourd'hui de discussions de salon. On a besoin véritablement de prise de position officielle qui peut nous aider à faire évoluer, évoluer les lois, de manière à ce qu'on soit plus protégés. Tout à fait. Plus protégés, peut-être aussi davantage libres. Tout à plus fait. égal des hommes. Oui, tout à fait, absolument. Et ça me permet aussi de vous poser cette fameuse question que je pose à tous mes invités sur Moussa, c'est que signifie pour vous la liberté? Et êtes-vous vous-même, vous considérez-vous comme une femme libre? Oui, je suis une femme libre parce que j'ai ma liberté de penser. Moi, je suis une femme libre parce que j'ai rêvé d'être sociologue, prof à la fac, écrivain. Je le suis devenue. Moi, j'ai eu la chance d'être née dans un Maroc qui m'a donné des opportunités de réussite et de réaliser mes rêves. Toutes les femmes marocaines n'ont malheureusement pas cette opportunité, ne serait-ce que parce que l'enseignement ne permet plus toujours de réaliser ses rêves, ne serait-ce que parce que nous sommes, en tant que femmes marocaines, dans l'obligation d'avoir quelqu'un qui nous protège quand on a envie quand on a besoin d'hériter, par exemple. Je dis oui, je suis une femme libre. Mais quand je pense que non, je ne suis pas une femme libre. Donc ce sont des contraintes qui sont externes, finalement. Notre liberté est conditionnée encore par des textes de loi. Tout à fait. Je ne suis pas libre de marcher dans la rue, je ne suis pas seule. Même si moi je le dis à mon âge, que vont dire la majorité des filles marocaines, de la population marocaine féminine qui est jeune et qui ne peut pas marcher seule dans la rue parce qu'elle est harcelée par la drague, par les mendiants, etc., etc. Oui, je suis une femme libre parce que je suis là et je suis en train de dire, je m'exprime en toute liberté. Je vis dans un Maroc où il y a de plus en plus de liberté d'expression. Mais reste à faire. En tout cas, Soumiane Menkessous, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le plateau de Horatz. Je rappelle que vous êtes une grande sociologue, vous faites beaucoup de terrain. Et que vous êtes une chroniqueuse depuis maintenant de nombreuses années. Vous êtes également autrice de plusieurs ouvrages, plusieurs essais que j'ai cités tout à l'heure, comme Grossesse de la honte. Vous avez aussi écrit sur la ménopause. C'est un sujet sur lequel j'aimerais bien aussi, andropause, ménopause, qu'on y reviendra. Surtout de l'andropause, parce que c'est tabou. Tout à fait, les deux, je dirais. Et puis ensuite, vous avez fait un recueil de vos chroniques qui parlent des femmes dans le Maroc d'hier, d'aujourd'hui, les hommes aussi, etc. En tout cas, merci encore et j'espère vous recevoir une nouvelle fois sur le plateau de Horatz. Inch'Allah. Merci beaucoup, Aïcha, ce fut un plaisir. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission que vous pouvez voir, revoir et partager sur les réseaux sociaux. Bonne continuation des programmes sur M24.